Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Kevin Bossuet. On est ravis de vous revoir. Également. Kevin, merci d'être avec. Libération a mené l'enquête, oui, attention. En Seine-Saint-Denis, effectivement, Libération a consacré un fact-checking à une éventuelle fake news qui serait que vous ne seriez pas professeur enfin, il doutait du fait que vous soyez professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Je dois être trop à droite. Si j'avais eu des idées de gauche, je pense qu'il n'aurait même pas vérifié. C'est ça qui est assez fou. C'est ça qui est fou. Non, mais c'est incroyable. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour Alexandre. Bonjour Valérie. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Et vous allez nous parler des poubelles. Je voulais vous demander comment allaient les poubelles, mais c'est votre coup de gueule, donc on va en reparler avec vous. Et Gilles Gansman qui est resté avec nous, journaliste média à Sud Radio et grand passionné d'actualité également. Et on va voir le zapping politique, le zapping de la présidentielle avec vous tout de suite. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Hier, c'était le grand oral du syndicat des policiers Alliance, où les politiques ont présenté un peu ce qu'ils allaient faire pour les policiers. Hier, Stanislas Gaudin était sur C'est à vous pour réclamer une mesure forte. Alors nous, en fait, on porte le principe notamment de la présomption de légitime défense. Maintenant, nous, ce que l'on demande, c'est un inversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que lorsqu'un policier fait usage de l'arme, c'est pas à lui de prouver qu'il est en état de légitime défense, mais par contre, c'est plutôt au détracteur de prouver qu'il n'est pas dans le cadre de l'usage de la force légitime. Alors, il a dû poser un cierge à Nicolas Duchardonnay, car Éric Zemmour a réalisé son vœu. Et je ferai, pour les policiers, la présomption de légitime défense, c'est-à-dire qu'on considérera que c'est à la justice d'apporter la preuve qu'il n'était pas en légitime défense. Je renverse la charge de la preuve pour les policiers seulement. Mais le syndicat n'est pas forcément de droite. Pour finir, la même chose, je vais vous faire la même chose. Action, réaction. Hier, Olivier Véran disait ça. Si des gens vous disent qu'ils changeront tout, c'est que il y a peu de chances que ce soit autre chose que des populistes. Vous avez entendu, ceux qui veulent changer tout, ils sont populistes. Valérie Pécresse. On change tout. Il faut que tout change, Madame Ferrari, pour que la France reste elle-même, reste au premier rang avec les services publics, qui soient champions du monde. J'ai un projet zéro déserts médicaux, on change tout. Au lieu de partir de l'offre de santé dictée par Paris, on part des besoins de santé dans les territoires, on décentralise. C'est les départements et les régions qui organisent l'offre de santé. Voilà, mais elle a quand même présenté un plan où elle veut que ce soit désormais les régions qui décident de la santé. Est-ce que c'est une bonne idée plutôt de l'ARS ? Je ne sais pas, non, ça fait ça personne. Bon, on va passer au suivant. Hier, ça va faire réagir mon dernier son. Hier, le sniper du gouvernement Gabriel Attal s'en est pris à Valérie Pécresse et à Marine Le Pen qui réclamaient l'expulsion de l'ambassadeur du Mali en France. Bon, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France ? Je pense qu'il faut immédiatement renvoyer évidemment l'ambassadeur du Mali, qui devrait déjà, au moment où on se parle, être dans l'avion. Un minimum d'intérêt pour ce dossier aurait permis de savoir que nous n'avons plus d'ambassadeur du Mali en France depuis 2 ans. Le Mali a en France un chargé d'affaires, de même que nous gardons un chargé d'affaires au Mali depuis le rappel de notre ambassadeur. Je me dis que l'important, c'est peut-être de se renseigner sur ces dossiers avant de tenir des propos d'estrade, encore une fois dans une logique politicienne et électoraliste. Oui, effectivement, elles n'étaient pas au courant, ni Marine Le Pen, ni Valérie Pécresse, qu'il n'y avait pas d'ambassadeur du Mali en France. Oui, on peut se dire quand même qu'il pourrait bosser un peu les dossiers. Et on voit que c'est des phrases toutes faites, en fait, que c'est des formules, on surfe sur l'actualité, mais en fait, derrière, c'est un peu vide. Qui est-ce qui voulait réagir, Jean-Luc ? C'est vrai. On s'aperçoit que les candidats et candidates, quels qu'ils soient, ne sont pas omniscients. Ils n'ont pas la science infuse. Ils ne savent pas tout de suite, quelle que soit la personne dont on parle, le président compris. Et donc, ça fait des erreurs. Vous avez parlé jusqu'à maintenant du grand oral face à un syndicat de police où peu de candidats étaient présents. Il y a eu hier, vous l'avez vu aussi, un autre grand oral face à Emmaüs, où on s'est aperçu qu'un certain nombre de candidats ou de candidates n'étaient pas tout à fait omniscients non plus. C'est toute la difficulté d'une campagne présidentielle d'être capable, face à un débat permanent, de répondre immédiatement, de manière claire, à toutes les questions. Et dans ces cas-là, clairement,
les candidats et candidates ont besoin de beaucoup d'humilité. Ouais. Oui, mais on ne leur demande pas d'être omniscient. On peut dire je ne sais pas. On peut dire. C'est ça, c'est ce qu'a fait Mélenchon hier, oui. Oui, voilà, ce que n'a pas fait Taubira. Christiane Taubira, oui. Mais là c'est carrément une erreur. Enfin, il ne savait pas. Mais c'est vrai que là, il ne savait pas qu'il n'y avait pas d'ambassadeur. Là, on parle de l'ambassadeur du Mali en France. Oui, absolument. À ne pas confondre avec l'ambassadeur de France au Mali qui a été expulsé. Voilà, absolument. Alexandre, sur ces candidats, effectivement, qui ne peuvent pas tous avoir non plus. Non, mais c'est sûr, ça c'est pas nouveau et je pense que de toute façon à un moment donné il faudra bien accepter que la parole publique gagnera en crédibilité si on fait parler ceux qui sont légitimes. Là on est dans une espèce de concours comme d'habitude où il faut réagir, faire le buzz. Voilà, elle a cru sans doute bien faire, mais pas de bol, elle s'est fait rattraper par la patrouille. Et ça arrivera encore plein de fois. Mais c'est vrai que c'est la politique beaucoup plus spectacle de fond, quoi. Donc on a besoin d'occuper l'espace, de montrer qu'on est là, qu'on réagit. Et puis surtout qu'en ce moment Marine Le Pen, elle a plutôt besoin de renvoyer des messages pour dire j'existe, je suis toujours là, j'ai toujours une activité, parce qu'en ce moment ça se passe pas très bien pour elle compte tenu de la façon dont la droite se fracture. Ouais. On va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va continuer avec un son, je crois. Gilles. Non, c'est pas ça du tout. Ça c'était pour Kevin. C'est pas du tout ça. Faut attendre qu'on annonce. Bah oui, mais coup de gueule, Gilles, il a un coup de gueule aussi, Benoît. Donc on passait sur le coup de gueule de Gilles. Alors moi j'ai pas pris le son parce que tout le monde l'a vu. Moi je voulais revenir sur ce qui s'était passé. Donc hier sur LCI, Éric Zemmour faisait face à des abstentionnistes. C'est le nouveau format de LCI. Et donc il y a également une séquence qui s'appelle l'invité surprise où il y a un invité auquel il n'est pas au courant. Et donc hier Paul Laruturu était en duplex sur LCI avec Hassana Bathily. C'était celui qui avait sauvé des personnes qui étaient cachées. Il les avait cachées dans la chambre froide de l'hypercachère. Et donc, on a assisté à une mise en scène entre guillemets, l'émigré qui mérite d'être français, d'avoir une nationalisation. Et comme tout avait été mis en scène, eh bien, l'arroseur a été arrosé parce que la personne était intimidée, n'a pas pu s'exprimer en français, avait des difficultés. Et Paul Laruturu jouait au bon français qui disait comment on parle bien français à l'africain. Vous avez le son? Non, j'ai pas le son. Je pensais que vous l'aviez. J'aurais dû le prendre. Bah oui, vous auriez dû le prendre. C'était. On le passera tout à l'heure. Je confirme ce que je dis, Gilles. J'ai vu l'émission aussi. Le passage était naufragesque. C'était terrible parce que oui, et surtout c'était de montrer que parce que évidemment tous les fans de Zemmour étaient devant l'émission. Donc justement, c'est à ce moment-là qu'il faut surtout pas aller donner du sucre. On va y revenir puis on va essayer de trouver le son entre-temps. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour les débats avec aujourd'hui Gilles Ganzmann qui est resté avec nous, journaliste média Sud Radio, Jean-Luc Ménamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. On va évoquer avec vous la fin du pass vaccinal d'ici le mois de juillet. Y a-t-il trop d'émissions politiques, trop de candidats à la télévision? Et puis pourquoi pas la semaine de 4 jours? C'est une proposition de Yannick Jadot. Globalement, le travail après le Covid, effectivement, n'est pas forcément... on n'a plus très envie de revenir travailler au boulot. C'est ce que nous disait un sondage hier. Alors Gilles, on a retrouvé le son que vous évoquiez à propos de l'Hassana Bathily. Hier, c'était sur Sud Radio. Sur LCI, pardon. Sur LCI, c'était durant l'émission de Zemmour, effectivement, qui était face à des oui, indécis. Ils ont essayé de piéger Zemmour et ça c'est la mise en scène. On va écouter puis on va faire réagir nos débatteurs. Pour vous, d'être musulman, c'est une exclu. Vous me disiez que vous aimiez la République, c'est ça? J'aime la France, j'aime la République. Pour vous, d'être français, d'être musulman, c'est un problème, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. En gros, vous le regardiez dans votre télé, vous me disiez, est-ce que ça veut dire que moi qui suis musulman, je ne suis pas digne d'être français? C'est ça? C'est ça que je voulais dire, parce que comme là, c'est un peu pressant, en fait, c'est les pressants. Pour vous, c'est d'être digne. D'être musulman, c'est pas digne d'être français, c'est ça?
Voilà. Donc non, Laurence, Gilles ne dit pas du mal d'Éric Zemmour. Essayez d'écouter un petit peu ce qu'on dit. Il dit l'inverse. Il dit qu'on a voulu piéger Éric Zemmour et que qu'est-ce que vous avez vu cette séquence? Oui, j'ai vu cette séquence. J'ai trouvé ça pathétique. Le camp du bien qui instrumentalise une personne d'origine étrangère et un musulman en effet pour servir l'idéologie dominante et qui finalement se casse la figure parce qu'on a vu que tout cela a été instrumentalisé en fait. Et ça n'a fait que valider la thèse d'Éric Zemmour devant le fan club d'Éric Zemmour qui était devant la télévision. Enfin, moi, ça ne m'étonne plus. De toute façon, tout ce qui se passe sur LCI, maintenant, ils sont le matin 40 000, 50 000 téléspectateurs. C'est la pensée unique, le politiquement correct. Non, vous pouvez dire ça. Mais si, c'est quand même ça la réalité. Et je trouve ça dommage, finalement, que tous ces débats se terminent par ce genre d'instrumentalisation. Je trouve que fait du prosélytisme. Non, je trouve quand même que la politique mérite mieux que cela. Et malheureusement, quand je vois ce genre de scène, moi je trouve que ça dévalorise la politique et ça dévalorise la démocratie. Mais il y a quand même plutôt de la pluralité sur LCI. Mais sur CNews aussi, c'est très pluraliste. Oui. Vous aviez vu cette séquence, Alexandre Malafaye ? Oui, j'ai vu la séquence. Je partage le point de vue. C'était terrible, à la fois de mise en scène, de manipulation. Puis bon, ça n'a pas apporté au débat quoi que ce soit, si ce n'est que c'était ridicule. Après, ils l'ont tenté à 2 fois cette expérience, puisqu'ils ont également demandé à Éric Zemmour si lui aurait régularisé. Vous vous souvenez cet immigré qui avait gravé 4 étages à main nue et qui avait sauvé un enfant qui était en train de tomber. Voilà. Et Zemmour a dit que non, il le ferait pas. Il le ferait pas au nom du principe qu'est le sien, qui est de dire c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de bien que vous devez être tout d'un coup exempté des obligations. Voilà, il défend cette position jusqu'au bout. Je trouve qu'il l'a mal défendue parce qu'il aurait dû dire que c'était pas à lui à prendre la décision. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du chef de l'État ou du candidat qui est censé tout savoir. Moi, je pense que c'est pas au président à décider si quelqu'un mérite d'être nationalisé ou pas, ou d'avoir ses papiers. Je pense qu'il y a des commissions ad hoc qui doivent vérifier, faire leur travail. Et en tout cas, si quelqu'un a un fait particulier, ça doit être pris en compte. Mais c'est pas forcément une décision souveraine du prince qui décide que tout d'un coup, lui, il va pouvoir rentrer, lui, il va pas rentrer. Cet arbitraire-là, au niveau présidentiel, me paraît choquant. Et là-dessus, Zemmour, il a une position qui était de dire, voilà, si moi je suis président, ce sera pas automatique. Il n'a pas assez bien expliqué, mais ce sera pas automatique. Vous l'avez regardé, Jean-Luc Benamias, hier? Vous regardez les émissions politiques? On regarde assez peu, je vois le bien. Ouais. Mais je me renseigne, donc comme je me renseigne, je savais. Ouais. Ce jeune garçon, qui est naturalisé, comme chacun sait, et qui a été naturalisé par justement le processus, me semble-t-il, dont parlait Alexandre. C'est-à-dire, c'est un héros. Mais c'est pas parce qu'on est un héros dans une temporalité par rapport à des événements extrêmement graves que pour autant, on peut s'exprimer dans un débat politique central, notamment face à Éric Zemmour. La preuve, c'est pas, comment dire, on peut pas mettre face à des candidats au présidentiel des gens qui sont dans la capacité de s'exprimer si on prend un temps long. Or là, on s'aperçoit que tout ça était dans un temps court. Ouais. Dans un temps court, on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Voilà. Et dans ce cadre-là, il faut faire attention, quoi, parce que moi, je crois, il y a des bonnes émissions, d'ailleurs quasiment sur toutes les chaînes. Quand il y a du temps long, les personnes dites lambda, dites dans la vie courante, ça prend, oui, les Français ou les Françaises, ça prend du temps dans l'expression qui dépasse pour moi ce qu'on appelle en journalisme l'esprit micro-trottoir. Bonne expérimentation pour ceux qui veulent faire journaliste, mais le micro-trottoir sort absolument rien comme d'habitude. Et là, on n'est pas dans un micro-trottoir, mais qu'est-ce que vous voulez c'est dramatique pour ce garçon, ça sert à rien. Ouais, enfin, non, ce qui est dramatique, c'est que on arrive à une télévision. Vous voyez, on a reproché beaucoup de choses à Cyril Hanouna et à son émission politique. Finalement, LCI fait la même chose. Ils ont fait hier du Cyril Hanouna. Ils ont voulu dire, vous voyez, il y a des bons musulmans, il y a des musulmans corrects, pas comme M6 vous a montré. Et les choses s'est retournées parce qu'il y a eu une séquence où ils ont montré qu'il avait un drapeau français chez lui. C'est pas le fait d'avoir un drapeau français chez vous qui change ce que vous êtes ou vos idéaux. Enfin, allez, on continue avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Luc et ce que disait Gilles également. En fait, chez Hanouna, et ça c'est un point qu'il faut souligner, ils prennent du temps. Quand ils donnent la parole
à des gens qui ont vécu un drame ou qui sont porteurs d'un témoignage. Et là, ils prennent du temps pour les faire parler, et donc on peut mieux comprendre ce que chacun a exprimé. Et bon, après, on peut être d'accord ou pas sur la format et sur le débat, mais en tout cas, ça permet d'aller plus loin. C'est vrai que là, on est sur des temps courts, on veut provoquer un clash, et forcément, cette manipulation est ridicule. Kevin Bossuet, c'est un coup de cœur. Oui, donc un coup de cœur pour Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle. Donc c'est vrai que ça peut être étonnant que je fasse mon coup de cœur là-dessus. Voilà. Le camarade Roussel, dire qu'on passe international sur Sud Radio, ça va faire taire je ceux suis qui en nous plein accusent émoi. Je crois que j'ai un début d'érection, voilà. Valérie. Voilà. Bah, écoutez, on va en parler au docteur Salman. Voilà, c'est ça. Je vais m'éloigner de la table. Voilà. Et donc, oui, Fabien Roussel. Vraiment. Alors, moi, si vous voulez, je trouve que Fabien Roussel est en train de se réconcilier avec les milieux populaires, en fait. Il tient un discours qui est vraiment pragmatique sur la sécurité. Il est intransigeant au niveau de la laïcité. C'est quelqu'un, en effet, qui même est pro-science. Il est pour le nucléaire. Il a toujours défendu la campagne de vaccination. Il défend l'identité française. Il défend le terroir français. Et surtout, c'est un rempart à gauche, notamment contre tout ce wokisme qui milite pour l'écriture inclusive, tous ces gens qui veulent effacer notre histoire, notre mémoire, notre identité. Et je trouve ça très bien. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que cet homme se revendique encore du communisme, une idéologie qui a été sanguinaire, meurtrière, liberticide, qui a fait plus de 100 millions de morts. Et je trouve que malheureusement, ça casse un petit peu son message. Et ce que je trouve aussi regrettable, c'est qu'il essaye de reconquérir les milieux populaires à un moment où tous ces milieux populaires, finalement, sont partis à la droite de la droite ou sont partis dans l'abstention. En tout cas, voilà, bravo à Fabien Roussel qui essaye de lutter contre ce wokisme ambiant, contre cette gauche, en effet, décomplexée, qui essaye de tout détruire sur son passage. Donc voilà, quand il y a un candidat de gauche qui est bien, il faut le dire, parce que c'est assez rare en ce moment. Vous voterez pour lui ? Je ne crois pas. Je ne sais même pas pour qui je vais voter. C'est vous dire si je suis en pleine désillusion démocratique. Mais moi, je mets plus d'étiquette en fait sur les politiques. C'est-à-dire qu'on a une présidentielle et je vais pas voter pour un parti parce qu'ils n'ont pas trop de partis derrière. Donc moi, je m'intéresse plutôt aux idées, à ce qu'est l'homme. Et je trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, sur les affiches, on voit plus le nom des partis. Tout le monde a effacé le nom des partis. Donc je pense qu'aujourd'hui, on vote presque plus pour les étiquettes. Oui. En tout cas, Fabien Roussel mérite d'intérêt. C'est la première fois qu'on a dans le Parti communiste depuis longtemps quelqu'un comme ça qui porte une vision et un regard qui est beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire que, et après, moi, je comprends qu'il garde la référence, en tout cas, au Parti communiste, non pas par rapport à l'histoire sanguinaire qui est une réalité, mais parce que finalement, il y avait derrière cet idéal, enfin derrière ce parti, il y avait un idéal, il y avait un humanisme, il y avait une volonté d'égalité, de justice sociale qui est aujourd'hui quelque part un peu dans oui, mais c'était ça le projet. Après, ça a été totalement dévoyé régulièrement. Mais il n'empêche que cette philosophie-là reste d'actualité et je trouve qu'il le défend beaucoup mieux que beaucoup l'ont fait et que c'est intéressant à suivre. Et il est assez décalé dans ses propos par rapport à ce qu'on peut entendre des autres candidats de la gauche. Jean-Luc Benamias, un sentiment, vous le suivez évidemment. J'ai un sentiment c'est la sauvegarde de ce qui reste du Parti communiste. Donc il prend un positionnement où il essaie de se rapprocher de ce qu'était le Parti communiste dans les années 50, 60, 70, c'est-à-dire très prégnant dans les classes populaires. Donc il essaie de trouver un langage qui répond à une partie de ce que pensent les classes populaires. Alors ce qui est intéressant dans ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de récupérer, et tant mieux, toutes les voix populaires qui sont très attirées par l'extrême droite. Donc voilà. Après ça, globalement quand même, moi je veux bien, mais enfin il tourne autour de 2,5% dans les sondages. Oui, non mais certes. Oui. Donc, Anne Hidalgo voilà. aussi. Après, moi je trouve qu'il est bien, il représente une partie de la population française. Moi, je ferais bien un barbecue avec lui parce qu'on a bien mangé quand même. C'est ça, t'as raison. S'il y a un barbecue à faire, c'est avec lui. On invitera le docteur Salman. Voilà, non, pas de viande, c'est pas bien. Avec Frédéric, on va rien voilà, je suis d'accord avec lui. Non. Alexandre, coup de gueule. Alors c'est un coup de gueule en fait en forme de réflexion sur une information qui est passée un peu sous le radar cette semaine, mais qui sont les profits absolument pharaoniques de Google. Cette semaine, on a annoncé que Google avait dégagé pour 2021 78 milliards de dollars de profits. Alors pour information, je crois c'est un record en la matière et chez Google et dans le monde, une telle profitabilité. Et pour fixer les idées, c'est par exemple 2 fois le budget de nos armées. Ça permet de prendre la mesure de simplement non
pas du chiffre d'affaires, mais de ce que la boîte a rapporté à ses actionnaires. C'est considérable. Aujourd'hui, Google représente 30% du gâteau mondial de la pub. Si vous rajoutez Facebook, bon, qui a apparemment quelques turbulences en ce moment, mais ils sont à plus de 50% à deux. Donc ça pose de vraies questions. Alors certes, ils offrent un très bon service, ça c'est clair, et les internautes sont satisfaits. Je pense que les actionnaires de Google le sont aussi. Les salariés de Google sont bien traités. Mais après, ça pose quand même la question du partage de la valeur au sens large du terme. Des questions qui sont encore plus importantes. C'est vraiment, l'entreprise est performante, mais est-ce qu'elle est vraiment responsable? Est-ce qu'elle réalise véritablement son business, certes de manière massive? Ça, c'est le problème de la dimension planétaire de ce type de modèle. Mais est-ce qu'au bout du compte, tout le monde s'y retrouve? Et on a tendance à penser que non, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'écosystèmes qui, en lien avec Google, s'appauvrissent. On voit bien que, si on prend par exemple la question des médias, ont été très très sévèrement bousculés depuis 10 ou 15 ans avec l'arrivée de la publicité en ligne et le siphonnage de la valeur d'un univers à l'autre, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir, y compris dans les rédactions, si on ne parle que des médias. Donc il y a un vrai sujet qui devrait pour le coup être beaucoup mieux traité qu'avec simplement une espèce de micro-impôt mondial sur les GAFAM ou sur les grandes boîtes, parce que ce déséquilibre-là, il est très préoccupant. Je veux dire, moi je trouve que le service apporté est très bien, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais jusqu'où ça va, quoi? 78 milliards de dollars cette année, Le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Le vrai sujet, c'est qu'il n'y a aucune concurrence. Il n'y a aucune boîte mail. Est-ce que vous avez quoi? Vous avez une boîte Gmail, comme tout le monde. Mais on est d'accord. Il y a un défaut. Ça veut dire qu'il y a un défaut stratégique. Ils font de l'argent parce qu'il n'y a pas de concurrence. Du vieux continent pour ne pas avoir fait de concurrence. Mais après, il faut se poser des questions. Parce que je vous dis 78 milliards aujourd'hui, 150 milliards l'an prochain. Jusqu'où ça va? C'est des questions après de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus fort que ces gens-là et avec des capacités d'action qui peuvent leur permettre de faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Voilà, donc je pense qu'il y a un vrai sujet. Les Américains essayent d'y travailler avec une réflexion sur des lois antitrust, anti-monopole, mais je crois qu'il va falloir que la société s'en mêle en disant voilà, il y a besoin d'un équilibre pour qu'à minima au moins ces entreprises qui font des profits considérables payent des impôts dans le pays dans lequel ils exercent leur activité, ce qui est aujourd'hui pas le cas puisque c'est quand même très souvent optimisé. Allez, petite pause pub et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio avec Kevin Bossuet, Alexandre Malafaye, Jean-Luc Benamias et Gilles Ganzmann. Alors Jean-Luc, comment vont les poubelles à Marseille? C'est un vrai sujet. Moi je voulais qu'on traite de ce sujet parce que je trouve que c'est quand même assez symptomatique et symbolique d'un mode de fonctionnement aujourd'hui à la mairie de Marseille mais dans d'autres villes également. Non, mais c'est pas la mairie de Marseille, justement. Non, justement, c'est ça, oui, justement. La mairie de Marseille a pris une position, et Benoît Payan, le maire, a pris une position, vous l'avez vu, il y a 2 ou 3 jours, avant que la grève, on va y revenir, s'arrête, potentiellement, de dire, bon, maintenant, je fais intervenir ce que je peux faire intervenir. Mais il n'a pas les manettes des camions poubelles. Ça a été passé en délégation à la métropole. Ouais. Donc, il l'a fait. Moi, ce que j'attends, alors, il semblerait qu'un nouvel accord, ça doit être le 4e ou le 5e, ait été passé. Alors, je le dis, je l'ai déjà dit sur Sud Radio, tant que le citoyen que je suis, comme d'autres, n'aura pas vu le protocole dans son ensemble, avec les signatures en bas, je considère que, globalement, une nouvelle grève peut arriver dans 1 mois, dans 2 mois. Voilà. À ce niveau-là, la préfecture dit faire des réquisitions. Autant vous dire que le Marseillais que je suis n'a jamais vu quelqu'un en réquisition dans les 3 semaines qui viennent encore de se passer. On a subi un épisode Mistral gigantesque, c'est-à-dire que la pollution des rivières marseillaises, il y en a, et la pollution de la Méditerranée, ça a recommencé. Je félicite encore une fois l'ensemble des bénévoles qui vont aller ce week-end ramasser sur les plages les sacs plastiques, les bouteilles, et ainsi de suite. Très bien. Mais tant qu'on n'aura pas vu ce protocole signé, validé entre le préfet, la mairie de Marseille, la métropole, le département et les organisations syndicales, je pense que rien n'est terminé. Il y a un téléphone qui sonne. C'est le maire de Marseille. C'est le maire de Marseille qui vous appelle. Mais ils ont obtenu 40 €, si j'ai bien suivi les infos. Je n'ai pas étudié tout le dossier. Oui, j'ai suivi ça aussi, alors qu'ils avaient obtenu 80 € exactement. Dans le dernier protocole. Mais comme je n'ai pas, personne n'a en lecture la validité du protocole, car il s'agissait, c'est complexe, hein, et à la fois c'est quand même déplorable, c'est encore une fois les forces ouvrières, parce qu'il s'agit de forces ouvrières là, d'un syndicat qui n'est plus majoritaire mais qui est quand même le principal syndicat à 38 ou 40% face à la CGT, l'UNSA et la FSU, à chaque fois
on finalise avec un syndicat, il faut finaliser, je le redis, avec l'ensemble des partenaires qui existent sur la ville de Marseille. Parce qu'il n'y a pas que Marseille, hein, Aubagne est touché aussi par ailleurs. C'est une grande ville, Aubagne, c'est 50 000 habitants. Bon, donc voilà, tant qu'on n'aura pas vu ça, je considère que, allez, ça va être encore 10 jours à ramasser les tonnes de poubelles que vous avez vues sur les différentes télévisions. On vit à ce niveau-là. Le citoyen lambda vit dans une poubelle à plein temps. Alors ça, c'est grave déjà par rapport au processus sanitaire. Puis après, je l'ai déjà dit, hein, la pollution que ça engendre au niveau maritime et au niveau des rivières, c'est quand on se balade, et c'est mon cas à vélo, sur le long de ces rivières ou le long de la Méditerranée, il y a de quoi pleurer. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une situation qui est absolument catastrophique. Et donc, j'ai vu aussi qu'on pourrait demander et un auditeur me le confirme, aux habitants de Marseille de ramasser eux-mêmes les ordures. Mais je le fais. J'ai encore fait hier dans ma rue. Je prends le balai comme d'autres citoyens. On essaye de... Tout était parti avec le Mistral, tout était parti, il y en avait partout. À un moment donné, on s'y met, mais ça ne répond pas à la question. C'est sympathique. Bien sûr, c'est pas là. Ouais. Je le fais très bien, mais c'est des tonnes, c'est des milliers de tonnes. Et surtout, moi, je vis un peu en périphérie, mais pas je suis dans Marseille, mais j'ai pas d'industrie à côté, j'ai pas de commerçants qui, eux, évidemment, ont des déchets à ramasser 2 fois par jour. Ouais. En fait, bon, tout ça est à remettre à plat. J'espère que je me trompe et que le protocole est bien existant et qu'il est allé au fond des choses et qu'à un moment donné, il y a une espèce de paix des braves qui se met en place et que tout reprend son cours. Je n'en suis malheureusement pas sûr. Ouais. Hier à France 2, il y avait des images assez dingues. Oui, terrible. Vous allez voir les images. On peut pas imaginer les On voyait images. les ordures rentrer dans les restaurants, rentrer dans les boutiques. Mais oui. Avec le vent, ils étaient obligés de nettoyer. Et puis évidemment, ils ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires, les commerçants et tout ce qui se passait autour. Ça a été aussi un drame. C'est-à-dire qu'eux, ils réclament de l'argent pour leur profession et des horaires. Mais à côté de ça, il y a eu tout un système à Marseille qui est tombé dans des restaurants et des magasins. Il y a des rues entières, parce qu'il y a des petites rues, il n'y a pas que des grands boulevards à Marseille, il y a des petites rues, on ne pouvait plus circuler dans la rue. Ouais. Non, c'est invraisemblable. Les vendeurs de drogue ne pouvaient plus vendre de la drogue avec l'odeur des ordures. Bon, ça, ils se démerdent toujours. Je pense qu'ils trouvent toujours, c'est pas le problème. Je voulais qu'on parle alors des émissions politiques à la télévision. Est-ce qu'il y a trop d'émissions politiques à la télévision? Kevin, vous participez à des débats, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. On ne parle plus que de la présidentielle. On ne parle plus que des candidats. Il y a des émissions tous les soirs, pratiquement. Pas avec les mêmes. Pas avec les mêmes. Pas avec Yannick Jadot, pas avec Ségolène Royal, pas avec les candidats. On voit toujours les 2 mêmes candidats qui sont Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Je pense que c'est ça le gros souci avant d'avoir beaucoup de débats. C'est qu'on ne voit pas les autres candidats. Moi, je ne les vois pas. Ouais, et alors, surtout, Kevin Bossuet. Je trouve qu'il y a une forme de saturation, en fait. C'est beaucoup trop et c'est toujours les mêmes émissions. On invite une ou 2 personnes avec des thèmes, en effet, qui défilent, qu'on n'a jamais le temps d'approfondir, et puis finalement avec une forme de politique spectacle, comme on a pu le voir hier en effet sur LCI. Mais je crois qu'au lieu d'intéresser des gens, en fait, ça les dépolitise, ça les dégoûte, parce qu'il y a un trop plein, et finalement ça reste de la politique spectacle, et c'est ça en effet que je trouve qui est excessivement dommage. Et puis il y a très peu de confrontations. Généralement, on donne la parole aux candidats les uns après les autres. Il y a pratiquement plus d'échanges, tout est aseptisé. Enfin voilà, à part chez Cyril Hanouna. À part évidemment chez Cyril Hanouna, mais Cyril Hanouna donne la parole à tout le monde, et au moins il y a du peps, et c'est suivi. Et il y a des contradicteurs. Moi j'ai fait une fois l'émission de Cyril Hanouna, je n'ai pas été coupé une seule fois. Il a pris le temps de m'interroger. Oui, c'est peut-être difficile de me couper, je suis d'accord, mais ils ont été tous respectueux, etc. Et je pense qu'il y a ces moments-là dans les émissions de Cyril Hanouna, en effet, qui sont aussi pas mal. Et puis le problème qu'il y a aussi, c'est que je trouve qu'aujourd'hui on est dans un moment où on démocratise au maximum la parole, et quand on fait des émissions de télévision où derrière il y a des éditorialistes qui sont là depuis 25 ans, ou des journalistes qui sont là depuis 25 ans, qui sont tout à fait respectables et leur avis est tout à fait intéressant, mais peut-être qu'il faut donner la parole aussi à d'autres gens qui sont davantage sur le terrain et qui peuvent apporter une plus-value par rapport à des analystes politiques, en effet, qui sont dans des petits bureaux parisiens et qui n'en sortent jamais. C'est vrai que Magali Berda, c'est mieux, vous avez raison.
quand même, il y a une analyse qui a été faite par une chercheuse sur le temps de parole chez Cyril Hanouna. Oh non, vous n'allez pas sortir ça. Regardez pourquoi j'ai pas sorti ça. Claire Sécaille. Pourquoi je ne sortirais pas? Pourquoi il ne sortirait pas ça? Parce que vous avez bien vu que c'était biaisé quand même. Pourquoi c'est biaisé? Mais pourquoi? Expliquez-nous. Pourquoi c'est biaisé? Non, parce que elle a pris des bouts. Enfin, elle a fait tout un montage. Il l'a expliqué d'ailleurs. Oui, c'est Cyril Hanouna qui explique le travail d'une chercheuse. C'est bien, c'est crédible. Non, mais il a le droit de se défendre. Il a le droit de se défendre. Mais elle a travaillé 3 mois. Lui, il dit, moi, j'ai reçu. On est surreprésenté parce que j'ai reçu Éric Zemmour. Ces arguments, moi, je les ai vus. Je n'ai pas été très convaincu par ce qu'il a dit. Alors, vous avez vu quand même toute la gauche qu'il a reçue. Vous avez vu quand même qu'il y avait quand même tout le temps les gens de la France Insoumise chez Hanouna. Jean-Luc, vous pouvez pas dire ça. Je voudrais que Jean-Luc finisse. Vous pouvez pas. Mais par exemple, Yannick Jadot, il est dans cette étude qui vaut ce qu'elle vaut sans doute. Ah, ça c'est autre chose. Il est à 1,3 de présence. Oui, après il y a ceux qui veulent pas y aller. Hein. Et Monsieur Roussel, dont on parlait, il est à 2,5 de présence. Non, mais que quand même s'intéresser à la personnalité de la chercheuse du CNRS, regardez sur Internet, regardez les chroniques et les tribunes qu'elle a publiées, on sent qu'il y a quand même un petit fond d'idéologie chez elle. Bien sûr. Et qui l'a encouragée à quand même à faire son étude avec peut-être un certain biais. Non, mais c'est possible, mais vous pouvez pas prendre l'argument. J'en sais rien. Enfin, j'en sais rien, mais vous pouvez pas prendre la justification de Cyril Hanouna pour argent comptant non plus. Non, mais d'accord, mais que cette chercheuse fasse la même chose avec France Inter et avec tous les médias. Le problème, c'est qu'on tape toujours, en effet, sur C8 ou CNews, tout simplement parce que c'est Bolloré. Qu'on fasse la même chose sur France Inter, et là, on verra un pluralisme qui n'est pas tout à fait respecté et qui est plutôt des invités qui sont toujours de gauche. Quand même, sur France Inter, il y a un journaliste qui nous racontait qu'il n'avait pas le droit d'inviter Éric Zemmour. Enfin, ça pose quand même question. Sur CNews ou sur C8, tout le monde est invité. Alors après, qu'il y a des gens de gauche qui ne veulent pas aller sur CNews, par exemple, ça les regarde, mais il y a un vrai pluralisme sur cette chaîne, et ceux qui disent le contraire, c'est qu'ils ne regardent pas les émissions qui passent sur CNews ou sur C8. Il n'y a que France Info pour faire un débat l'autre soir sur est-ce que sur CNews on peut avoir un débat contradictoire, et c'est bien France Info qui lance ça. Mais bien sûr, ça absolument incroyable de voir que le service public français, donc il y a bien, on va dire, il y a bien en tout cas une politisation des médias aujourd'hui auquel on assiste, c'est évident, et avec après des gens qui viennent avec des logiques à charge. Et pardon, mais cette chercheuse du CNRS, je vous dis, réintéressez-vous à son profil, vous verrez qu'elle ne peut pas être perçue comme objective. C'est dommage, mais parce que c'est intéressant de faire ce genre de travail. On pourra parler de quotidien aussi, Valérie. Oui, aussi. On va marquer une pause, on va marquer une pause. Débat. Les débats avec vous, y a-t-il trop d'émissions politiques à la télévision où on voit effectivement peut-être toujours les mêmes, c'est ce que vous évoquiez. Je ne sais pas quoi vous dire sur cette étude, je vais m'y pencher. Je vais regarder ce que vous dites, Alexandre Malafaille. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'émissions politiques? Vous en pensez quoi, vous? Moi? Oui. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'émissions. Maintenant, il y a beaucoup d'émissions qui surtout cherchent à faire le buzz. La vraie difficulté, c'est que maintenant, derrière toutes les chaînes de télévision, il y a un vrai modèle économique. Il faut attirer des annonceurs. Donc forcément, ils vont chercher les candidats qui font le plus l'actualité. Et on peut vraiment le regretter. C'est pour ça qu'il faudrait réfléchir à un vrai système de présentation peut-être plus institutionnalisé des candidats et des programmes, pas simplement avec des spots télé le soir à 22h qui sont faits par les candidats. Mais il y a besoin de savoir ce que les uns et les autres ont à dire, parce qu'il y a besoin de se confronter. Malgré tout, c'est extrêmement important ce qui est en train de se passer. On ne peut pas laisser tomber la campagne présidentielle. Il y a trop de candidats, donc on ne fait pas de débat. Donc, alors qu'on entende trop les commentateurs, ça c'est sûr. Qu'on n'entende pas assez les candidats, ça c'est vrai aussi. Mais juste, c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, vous avez 16 candidats déclarés. En fait, 16 candidats qui ont commencé à enregistrer des signatures, sans parler de Christiane Taubira qui n'a pas encore enregistré de signature. Et après, vous avez 30 candidats qui ont quand même fait acte de candidature à la présidentielle, qui pour l'instant n'ont pas engrangé une seule signature. Là-dedans, il y a de tout, bien sûr, mais c'est quand même extrêmement compliqué, c'est vrai, de s'y retrouver. D'un autre côté, je crois que c'est un bon moment. Après, il faut que tous les candidats jouent le jeu. Là, on a une problématique, à mon avis, qui est encore plus importante, c'est que le président de la République n'est pas déclaré. Ça pose une vraie question. Et je pense qu'il faudra un jour décider qu'il y a un moment donné, qu'il y a une date butoir pour se déclarer quand on est à la tête de l'État. Il y en a une, il y a le dépôt au mois de mars, le 4 mars. C'est un mois avant. Il y a une date butoir.
Non, mais c'est une date butoir au sens technique, mais c'est pas une date butoir au sens éthique ou au sens des règles du jeu auxquelles tous les autres sont soumis. On est pratiquement le seul pays d'ailleurs où ça se passe comme ça. Je pense qu'on devrait dire au président 6 mois avant, une fois que la loi budgétaire est votée, la loi de finances est votée, vous déclarez votre candidature ou pas, et après il y a un vrai débat fécond. Et puis après, on va dire qu'il ne dirige pas le pays, qu'il pense qu'à l'élection présidentielle et qu'il fait des choix que. Ah oui, ça oui. On l'a évoqué assez longuement hier. Oui, Jean-Luc Benamias. Il y a quand même, il me semble que des signatures arrivent au Conseil. Oui. Donc c'est un peu paradoxal. Je vois Bruno Questel qui dit je soutiens Emmanuel Macron. On soutient quelqu'un qui n'est pas candidat. Qui n'est pas candidat. Après, moi, je pense que pour l'instant, Jean-Luc, il a 105 signatures, 2 fois plus qu'Hidalgo, 3 fois plus que Pécresse. Oui. C'est ça, parce que les autres ne sont pas si pressés que ça, ils les auront, de toute façon. Donc, il n'y a pas besoin de se précipiter. Après ça, moi, je pense que les vrais débats au présidentiel auront lieu, si tous acceptent d'y aller dès le premier tour, auront lieu au mois de mars. Et c'est là où, tout d'un coup, on se fait vraiment une idée. Après, que les différents analystes, que les différents seconds couteaux, c'est pas péjoratif dans ma bouche, des partis politiques débattent à côté sur les chaînes d'infos, tout va bien, mais le vrai débat qui commencera à intéresser, on va dire 70% des Français, c'est au mois de mars, quand on aura vraiment la réalité de ceux qui seront en capacité d'avoir les signatures. Et chacun se rappelle que de plus en plus, les choses bougent énormément dans ce cadre-là. Bien sûr. Bien plus qu'à d'autres périodes. Mais c'est vrai, on l'a évoqué hier ici avec un de nos intervenants qui était soutien du Parti Socialiste, le fait pour Anne Hidalgo de refuser de débattre, de refuser d'aller chez Cyril Hanouna, mais de refuser de débattre avec Éric Zemmour, ça pose quand même, ça pose aussi question. C'est-à-dire que si on diabolise, si on décide que certains ne sont pas de nature à pouvoir débattre. Oui, mais c'est ça, c'est la démocratie à géométrie variable. Où en fait, il y a des candidats avec lesquels il est digne de débattre, il y a des candidats avec lesquels il n'est pas digne de débattre, il y a des électeurs qui ne sont pas dignes d'intérêt, des électeurs évidemment qu'il faut applaudir parce qu'ils votent plutôt à gauche, il y a des chaînes d'infos sur lesquelles on peut aller, des chaînes d'infos sur lesquelles on ne peut pas aller. Enfin, c'est le sectarisme de la gauche bien pensante, sauf que ces gens ne comprennent pas en fait qu'on a changé d'époque. Aujourd'hui, c'est la liberté. Enfin, vous avez pas dit. Mais bien sûr, c'est la liberté de sectarisme. Tous en même temps. Et si elle se fait massacrer sur C8, on va dire pourquoi elle a été se fourvoyer là-bas. Mais dans ce cas-là, elle ne se présente pas à l'élection présidentielle. Quand on se présente à une élection présidentielle, il y a un débat, on a des contradicteurs. Il faut affronter. On n'est pas obligé de faire toutes les émissions. Mais on n'est peut-être pas obligé de faire toutes les émissions. Mais quand vous avez en effet certains candidats très à gauche qui refusent d'aller sur la deuxième chaîne info de France, il y a quand même un problème. Quand vous avez en effet des gens de gauche qui refusent d'aller par exemple chez Cyril Hanouna, on peut comprendre qu'ils refusent. Encore s'ils refusaient parce que le format ne leur convient pas, d'accord, mais ils refusent tout simplement parce qu'on leur met en face un contradicteur en effet qui est armé, qui est doué, qui est talentueux, et ils ne l'acceptent pas. On a affaire à des gens qui veulent rester dans leur petite case, qui veulent rester dans une forme d'entre-soi et ne parler qu'à leurs petits électeurs, et je trouve ça dommage pour la démocratie au moment où il n'y a jamais eu autant d'outils en effet pour débattre, pour s'ouvrir au monde et pour avoir des débats contradictoires. Autant d'outils tenus par les mêmes personnes à 90%, je ne vois pas Kevin où la gauche dirige des médias dans ce pays. Non, mais c'est pas la question du propriétaire des médias, c'est la question que dans toutes ces émissions, voilà, il y a une vraie contradiction chez Cyril Hanouna, il y a de vrais contradicteurs, tout le monde peut s'exprimer. Donc je pense qu'on fait des faux procès, on vit ces médias-là parce que c'est Bolloré qui les détient, c'est tout, c'est que politicien, c'est idéologique et c'est lamentable. Allez, on va changer de sujet, on va parler de la semaine de 4 jours. Bien, vous serez réinvité chez CNews. Proposition qui a été faite par Yannick Jadot. C'est une très belle initiative et le sens de l'histoire, c'est la réduction du travail. C'est vrai qu'hier, il y a un sondage Odoxa qui disait que 60% des Français n'avaient pas envie de reprendre le travail. Ils préfèrent le télétravail. C'est vrai que ça a changé pas mal de choses. Cette possibilité, c'est peut-être pas le cas pour vous. Pour vous, c'est compliqué. Est-ce que c'est le sens de l'histoire? Est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui? Quand on pense aux 35 heures, Alexandre Malafaille, vous qui êtes chef d'entreprise, cette semaine de 4 jours, ça a un sens?
D'abord, sur le télétravail, je voudrais juste dire que c'est quand même très inégalitaire, parce que tout le monde n'est pas concerné, loin s'en faut. Donc ça, c'est un premier point. Non, mais ceux qui étaient en télétravail... Oui, bien sûr, je comprends. Enfin, cela dit, quand on voit les conditions de transport dans les grandes villes et que tout d'un coup, on économise 2, voire 3, voire 4 heures par jour, je comprends que les gens préfèrent un mode de vie différent. Ça va de soi. Après, les 4 jours, en rêve, oui, je pense que c'est effectivement une perspective qui est très séduisante. En pratique, je ne vois pas comment, ou alors c'est 4 jours payés 4. Ce ne sera pas 4 jours payés 5. D'autant plus qu'on est dans un contexte où il y a une problématique d'équation générale du modèle qui est complètement sous une tension extrême. D'un côté, on voit bien que les prix flambent, on voit bien que tout augmente, à la fois les coûts de matières premières, les coûts de marchandises, les coûts d'achat au quotidien quand on va faire ses courses. On voit bien que les candidats veulent dépenser de l'argent de manière absolument extraordinaire. Il n'y en a pas un qui n'a pas ouvert lui aussi le quoi qu'il en coûte dans une logique d'avenir. Et on a des déficits qui sont à un niveau, je crois qu'on est le 4e pays le plus endetté au monde maintenant. J'entendais ça ce matin chez François Langlais. Donc on arrive à des niveaux on va dire, de difficulté à tenir le modèle. Donc partir sur une logique de dire on va travailler moins, puis alors on fait quoi pour les retraites? On travaille moins longtemps aussi. Je crois qu'on a une problématique de fond qui est que si on doit s'attaquer en tout cas au monde du travail, à la question du travail, il ne faut pas la poser sous l'angle du temps de travail journalier ou hebdomadaire. Il va falloir plutôt essayer de remettre à plat le modèle. C'est-à-dire, entre le moment où on rentre dans le monde du travail et puis le moment où on en sort, et peut-être avec la dépendance, comment on peut trouver un équilibre d'ensemble pour éviter la casse sociale qu'on a à partir de 55-60 ans, parce que ça, c'est un vrai énorme sujet. On a la moitié de ceux qui arrivent à la retraite qui ne sont plus, qui ont perdu leur job et qui n'ont plus de droit à rien et qui se retrouvent quand même pendant quelques années en situation de grande difficulté. Et puis après, on a tout le financement de la dépendance qui est mal assuré. Donc je pense qu'il y aurait une réflexion de fond à mettre sur la table, qui est plus généreuse, qui est plus ambitieuse, qui est plus solidaire et qui permettrait aussi peut-être de mieux gérer sa carrière sur toute une vie. C'est un vaste sujet, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit en important 4 jours payés 5 qu'on va régler le problème. Non, et puis Yannick Jadot, c'est toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié plein et de jeu de mots. Non, mais on parle de réindustrialisation, qu'on a perdu toutes nos industries et on veut mettre les gens en télétravail. Je ne sais pas comment on va créer des industries avec des gens depuis chez eux derrière l'ordinateur, mais il y a un moment, il faut voir le discours qu'on a. Soit on veut réindustrialiser la France, faire revenir la fabrication des choses en France, ou soit on veut des gens en télétravail, mais ça va être compliqué. Oui, moi je pense que cette crise de Covid a tout cassé en fait, a cassé notre motivation, a cassé notre joie de vivre. Les gens n'ont plus envie d'aller travailler, n'ont plus envie de sortir. Et on est dans une dépression en effet qui est importante au moment où on a dépensé quand même beaucoup, où la dette publique est en train d'exploser. Je pense qu'il faut très vite sortir de cette séquence. On irait encore plus mal s'il n'y avait pas eu toutes les aides. Non, mais je ne critique pas ce qui a été fait. Mais maintenant, il faut passer peut-être à une autre étape où on a dépensé beaucoup. Il faut à nouveau produire de la richesse et renouer avec le travail plus pour gagner plus, faire en sorte en effet que les gens se remettent vraiment au travail et fassent tourner le pays, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Voilà, donc regardez, en ce moment il y a encore ce dispositif des heures supplémentaires défiscalisées. Il faut justement inciter les gens à faire des heures supplémentaires pour refaire partir la machine économique. Voilà, moi je suis pour travailler même dans le cadre du métier d'enseignant. Moi je suis pour une multiplication des heures supplémentaires afin de permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des enseignants et afin qu'ils s'investissent encore davantage, mais ils sont déjà très investis dans leur métier. Oui, le télétravail va devenir recommandé, n'est plus obligatoire, mais va devenir recommandé. Donc le Covid va quand même avoir eu un impact important sur notre manière de fonctionner. Jean-Luc Benamias. Oui, on a le droit de mélanger, mais on mélange deux débats. Le télétravail et la semaine de 4 jours, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais ça, c'est quand même. Je pense que cette proposition de la semaine de 4 jours, elle va quand même dans le sens d'un rapport au travail qui a énormément changé. Il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là. Historiquement, dans le cadre de l'écologie, cette proposition de semaine de 4 jours date de René Dumont en 1974, si vous voulez. Donc c'est pas une proposition écolo qui sortirait du chapeau de Yannick Jadot, qui a sans doute pas de chapeau d'ailleurs. Donc voilà, c'est une proposition qui a été toujours faite. Je voudrais revenir sur ce que tu disais sur l'industrialisation. Je rappelle que ceux qui sont passés à la semaine de 4 jours en travaillant 35 heures, Alexandre Malafaille, pas en travaillant 32 ou 30, en travaillant 35 heures, ça fait 8h30, un peu plus par jour sur 4 jours. Eh bien, l'industrie allemande, qui va beaucoup mieux que la nôtre,
est passé en accord syndical avec les syndicats à la semaine de 4 jours depuis très très longtemps. Dans les grosses boîtes, évidemment que c'est différent dans la restauration, et évidemment que c'est différent dans les travails saisonniers, tout ça. Mais qu'on pense à un moment donné qu'il est possible de faire qu'il y ait 4 jours de travail à fond, à 8h30 par jour et 3 jours de libre, je pense que c'est une conception intéressante par rapport à la vie notamment des familles. Mais alors comment on fait travailler 4 jours et être payé 4 jours? Ça veut dire qu'il y a des embauches supplémentaires qui font que globalement, notamment par rapport à un certain nombre de métiers, je pense à l'industrie notamment, dont on a bien besoin, ça s'appelle les 3-8. Voilà. Ouais. Ouais, après, il faut regarder la question du coût global du travail. Si on répartit sur 4 jours, le travail fait sur 5, et il n'y a pas de problème. Après, c'est le raisonnement. Je pense que quand les Allemands, dont je vous parle, dans l'industrie, ont négocié ça, je pense qu'ils sont exactement là-dedans. Oui, mais il y a une baisse des salaires. Un réaménagement du temps de travail pour les gens, moi, ça me paraît extrêmement pertinent. Le modèle 5-2, il a été décrété une fois pour toutes depuis très longtemps, mais c'est pas forcément le meilleur. D'ailleurs, il y a énormément de gens aujourd'hui qui essayent, notamment à partir de 50 ans, de passer en 4/5e. Ça veut bien dire quelque chose, c'est que les gens ont besoin de retrouver du temps pour autre chose, et puis que quand on vieillit, on a à un moment donné besoin de travailler autrement. Et pareil, par rapport aux plus de 62 ans, 3/5e, 2/5e, c'est quelque chose d'évolutif qui peut totalement être discuté. Ça dépend des métiers, bien évidemment. Ça dépend des métiers, c'est ça. C'est pour ça que je crois qu'il faudrait tout remettre à plat de manière beaucoup plus apaisée qu'en campagne électorale, pour essayer de trouver un système dans lequel chacun se sentira mieux, et en même temps ne pas perdre de vue qu'il y a une problématique de fond, c'est quand même la compétition internationale. Donc il ne faut pas lâcher ça non plus. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant. La fin du pass vaccinal avant juillet, c'est ce qu'a estimé, envisagé Olivier Véran. Et puis vous me direz si vous avez compris ce qu'il a expliqué sur une dose, une vaccination. Non, j'ai pas tout compris. À tout de suite. Alors, Olivier Véran, hier soir, était chez nos confrères de BFM TV. Il a estimé que le pass sanitaire avait vocation à disparaître. Enfin, il l'a assuré lorsque la situation sanitaire le permettra. Ça mange pas de pain. Et il a rappelé le pass vaccinal. Le pass vaccinal, absolument, le pass vaccinal. Oui, vous avez bien fait de me reprendre. Il a rappelé que la loi prévoyait que ce serait vers fin juillet, si nous pouvons supprimer le pass vaccinal avant, nous le ferons. Et puis, il a estimé que le pire était derrière nous. On avait déjà entendu, je crois, le Premier ministre nous dire la même chose. Et puis surtout, il a édicté une nouvelle règle. Alors, je vous propose d'écouter. Une dose égale une contamination, si j'ai bien compris. Pour bénéficier du pass, il faut qu'on ait été exposé, que notre système immunitaire ait été stimulé 3 fois, au moins 3 fois. Une stimulation, ça peut être une injection de vaccin ou ça peut être une infection. Et qu'au minimum, il faut avoir reçu au moins une dose de vaccin pour renforcer l'immunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est là que ça se simplifie. Si vous avez eu une injection et 2 infections, 2 épisodes d'infection, ça arrive. Vous avez eu 2 injections et une infection, que cette infection soit avant les injections, au milieu ou après, ou si vous avez eu 3 injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice de votre passe. Sans limite de temps. Sans limite de temps. Voilà, sans limite de temps. Et il y a une phrase après qui dit jusque tant qu'on le pourra. Enfin, sans limite de temps, mais que ça changera peut-être. Non, mais, tout cela est ridicule. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas compris parce que j'avais entendu des médecins dire que, en fait, une dose de vaccin était plus immunisante qu'une contamination. Donc là, il y en a qui disent l'inverse aussi. C'est que je crois qu'en fait, on n'y comprend plus rien, mais ce qui est exceptionnel, c'est-à-dire ce pass vaccinal a été adopté il y a maintenant une quinzaine de jours et on parle déjà de le supprimer. Preuve que finalement, c'est devenu complètement inutile. Déjà au Danemark, le pass sanitaire a été supprimé. En Israël, ils pensent le conserver. Oui, d'accord, mais en Israël, ils pensent le toujours avec des villes où c'est pas le même nombre d'habitants. En Israël, ils pensent le conserver seulement dans les lieux à haut risque, notamment dans les hôpitaux. Je pense que la vérité, c'est que ce pass vaccinal n'a servi à rien. Ça n'a pas fait augmenter notamment le nombre de vaccinations. La vérité, c'est que maintenant, on a un vaccin. Celui qui veut se protéger, en effet, se fait vacciner. Et puis voilà, qu'on nous laisse un peu libre. Il faut en finir, en effet, avec toutes ces restrictions. Moi, au départ, j'ai longtemps défendu le pass sanitaire. J'ai défendu la campagne de vaccination. Même le premier confinement, j'étais pour parce qu'on ne connaissait rien à ce virus. Maintenant, on se rend bien, en effet, que ça devient bénin. L'Espagne considère cette épidémie, finalement, comme une grippe. À un moment, il faut passer à autre
autre chose et s'intéresser véritablement à notre psychologie. C'est ce qui est en train d'être fait, par exemple là, avec tout ce qui est sorti, notamment sur la maltraitance psychologique des personnes qui sont dans les EHPAD. Je pense qu'il faut renouer avec d'autres impératifs dans nos vies et en finir un peu avec ce virus. Oui. Alexandre Malafaille. Je trouve que sur la gestion de la crise sanitaire et cette question de la vaccination, on aura quand même entendu tout et du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que l'explication d'hier soir, elle est vertigineuse. Si c'était ça la règle, il aurait fallu l'annoncer à un moment donné. On se demande pourquoi on fait encore évoluer la communication sur ces sujets-là. On n'y comprend plus grand-chose non plus en termes de délai. Ça devait être 4 mois, maintenant c'est repassé à quoi, 6 mois. Enfin, on a une problématique de communication qui est dramatique. Moi, je pense de toute façon que sur ce sujet-là, le pass sanitaire suffisait largement. Il y a eu une espèce d'obstination, d'entêtement. Je ne vois pas ce qu'aujourd'hui, techniquement, le pass vaccinal rapporte en plus du reste. Et je regrette quand même profondément un point. Est-ce qu'on peut moins tricher, Alexandre ? Parce qu'il y a moins de triche. Oui, ça a été ça l'argument. Non, mais c'est l'argument. Allez-y, c'est l'argument. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord. On peut parfois un peu contester aussi la doxa gouvernementale. Mais après, au-delà de ça, on peut être d'accord, pas d'accord sur les mesures, avoir un avis différent sur la question des libertés. Moi, ce que je reproche fondamentalement au texte qui a été voté, c'est que, et c'est le travail qu'avait fait le Sénat, à minima, c'est d'essayer de mettre des conditions pour dire à un moment, si on doit lever le pass sanitaire, le pass vaccinal, pardon, ce sera parce qu'on aura passé telle barre, telle jauge, tel nombre de cas, etc. Qu'il y ait à un moment donné un dispositif qui soit encadré parce qu'on parle quand même de nos libertés. Et en fait, quand c'est revenu à l'Assemblée, le texte est revenu à sa version initiale et qui permet en fait à un seul homme dans ce pays, un seul homme, de décider du jour où on lèvera le pass vaccinal. C'est le président de la République. Et bien ça, si vous voulez, pardonnez-moi, mais en démocratie, cette absence totale de contre-pouvoir des parlementaires, des autorités, de la science et de tout conférer à un seul homme, je trouve ça absolument intolérable et je trouve qu'en ce sens, on a un déficit de débat démocratique sur ces questions-là et d'indignation, parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, qu'on mette en place des lois liberticides pour protéger les uns des autres, etc. Pourquoi pas ? Ce n'est pas le sujet, mais que ça ne peut pas être après la décision d'un seul homme, en plus pris dans le huis clos, qui est celui, je le rappelle, du Conseil de défense. Oui. Mais alors vous qui disiez que le pass sanitaire, pass vaccinal, allait être, vous le dites encore, une restriction de nos libertés, visiblement, il va être supprimé. Donc c'est pas quelque chose qui est prévu sur du long terme. C'est ce que vous estimiez ? J'espère qu'on ne se reparlera pas en septembre avec de nouveau une perspective de retour d'un virus. Oui, mais ça c'est pas le gouvernement, c'est pas le gouvernement. Mais attendez. Non, mais ça veut dire que ce qui est en train malheureusement probablement de se passer, c'est que ce système-là, on est dans un système où déjà il y a beaucoup de contrôles liés à la sécurité pour toutes sortes de bonnes et parfois de mauvaises raisons, et on est en train d'arriver par un autre système de contrôle qui est celui de la santé et du sanitaire et qui va se superposer à ça. Et vous verrez, je vous fiche mon billet qu'à partir de septembre, on va repartir dans un cycle comme ça, on va de nouveau conditionner la vie des gens à un chantage social. Oui, mais s'il y a un virus, qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais il doit y avoir d'autres moyens, Valérie. Je pense qu'en démocratie, on ne peut pas accepter cette dérive-là. Pardon, nos libertés ne peuvent pas être à ce point-là piétinées. Et vous avez le droit d'être d'accord avec ça. Moi, mais ce que je veux dire, c'est que vous disiez, ça va nous être imposé, jamais il sera supprimé. Bon, on voit bien qu'à un moment, il va être supprimé. Je n'ai jamais dit jamais. Je dis qu'il va rester dans le paysage. Il va pas. Bien sûr qu'il y aura des périodes de suspension, c'est évident. Ils ne pourront pas le maintenir quand il n'y aura plus de raison de le maintenir, mais ils le réactiveront. Moi je ne pense pas qu'il faille tomber dans un complotisme exacerbé. À un moment donné, on était dans une crise sanitaire, c'était compliqué. Moi je me mets à la place de nos gouvernants, ils ont voulu au maximum protéger la population, certes avec des mesures qui étaient liberticides, qui étaient restrictives, peut-être en effet qu'ils ont fait durer un peu trop tout cela, mais à un moment on peut pas non plus dire qu'ils prennent du plaisir à nous empêcher de sortir, à nous empêcher d'aller dans certains lieux. Donc il faut être un petit peu raisonnable. C'était une parenthèse, je pense, dans la vie de l'ensemble des sociétés du monde. À un moment, on va progressivement passer à autre chose. Et je suis sûr qu'on ne va plus entendre parler de ce pass sanitaire ou vaccinal si jamais la situation sanitaire s'améliore vraiment. C'est tout. Et puis, Alexandre, demain, vous savez, démarrent les Jeux Olympiques. Regardez tout ce qui se passe là-bas. Regardez bien les images. Regardez comment c'est contrôlé. Regardez comment ça se passe. Regardez bien les Jeux Olympiques demain. C'est la cérémonie d'ouverture. Vous allez apprendre plein de choses. J'adore votre argument qui consiste à dire ça se passe encore moins bien ailleurs, donc satisfaisons-nous. Voilà. Non, c'est pas mon argument. C'est pas mon argument. Pourquoi le gouvernement et le président de la République, après la sagesse des amendements passés au Sénat,
n'a pas validé ces amendements passés au Sénat. Deuxième chose, dans le discours d'Olivier Véran hier, en fait, il parlait de son gouvernement. Parce qu'il ne sait plus très bien qui a le Covid ou qui n'a pas le Covid dans le gouvernement au niveau successif. Donc il essayait de voir comment son gouvernement pourrait continuer à travailler. C'est de l'humour. Mais moi, c'est ça qui m'a choqué en fait, c'est qu'il mélange la vaccination avec la contamination. Finalement, être contaminé ou être vacciné, ils le mettent au même niveau. Et ça, moi, ça me pose un souci. Ça donne raison à tous les anti-vax qui avaient raison de J'ai eu la chance de ne pas avoir Covid jusqu'à maintenant, de ne pas avoir été contaminé. Mais là maintenant, quand vous êtes contaminé, vous avez une prime. Exactement. C'est nouveau. Exactement. Et moi, c'est ça qui m'a choqué. Ouais, enfin une prime. Mais ça a été mis au même niveau, donc ils avaient raison. Tous ceux comme Alexandre Histoire, ils avaient raison finalement. Être contaminé, c'est la même chose. Le vaccin n'a pas quelque chose d'en plus. S'il a en plus qu'il vous envoie pas en réanimation. Oui, mais c'est dans la présentation, bien sûr, Valérie. Ouais. Mais dans la présentation. Dans ce qu'on pense nous, Valérie, pas dans ce qu'a dit Olivier Véran. Exactement. Eh bien, nous aurons l'occasion, je pense, d'en reparler. Merci à vous. On se retrouve demain pour d'autres infos. Très bonne journée sur Sud Radio.